Commencer, si vous permettez, par une petite anecdote. Quand on était collégien, j'allais en vacances par la route de la ville de Sarre au Tchad, à Bangui, avec un ami centrafricain. Et arrivé à la frontière, il y a un cours d'eau, il n'y a pas de pont. Et il est difficile de passer, il fait de charger le camion, le mettre sur un bac, passer de l'autre côté, etc. À l'époque, nous étions des jeunes militants révolutionnaires, on disait, ces salauds de colons français, ils sont restés un demi-siècle chez nous, ils ne sont même pas capables de faire un pont entre deux territoires qui étaient sous leur administration. Et avec l'ami, on s'est retrouvés dans les années 90, j'étais ministre, il était ministre, il me dit, tu te souviens de l'histoire du pont? Il dit, oui, il dit, tu es ministre, je suis ministre, le pont, il n'est toujours pas fait. Donc, c'est pour illustrer qu'un des problèmes de la Centrafrique et de certains pays qui sont en crise, c'est à travers cette anecdote du pont, c'est l'échec de l'intégration sous-régionale. Et la zone de l'Afrique centrale, la CEMAC et la CEAC, sont très en retard par rapport à la CEDEAO et la SADC sur ce plan de l'intégration régionale. Il n'y a pas un seul projet commun. Il n'y a même pas une cohérence politique, il n'y a même pas un minimum de liberté de circulation entre les pays. Donc, la Centrafrique, comme je dis toujours, c'est la Cendrillon de l'Afrique centrale, donc méprisée et maltraitée par ses sœurs, qui trouvera sans doute un jour le prince charmant, je l'espère, mais qui en a payé le prix le plus fort. L'autre obstacle, enfin un des obstacles principaux de cette intégration, c'est aussi l'attitude du Cameroun. Le Cameroun représente presque la moitié du PNB global de la zone CEMAC, la zone d'Afrique centrale. Or, vous connaissez l'immobilisme du président Biya, qui est totalement absent déjà à l'intérieur du Cameroun, alors ne parlons pas du voisinage, et les rivalités aussi entre les différents chefs d'État. C'était entre le Cameroun et le Gabon un certain temps. Maintenant, c'est entre le Cameroun et le Tchad. On le voit même dans les débats récents sur la Centrafrique, il y a un tiraillement, une rivalité nette. Donc tout ça, c'est un obstacle à une politique intégrée, à une solidarité régionale. Je voudrais donc, dans le deuxième temps, mettre en avant quelques contradictions. On a vu les images de certains jeunes à Bangui excédés qui s'en prennent à l'armée tchadienne, parce qu'elle est complice des musulmans. Bon, les gens trouvent ça normal. Mais pour un Tchadien, quand même, c'est assez extraordinaire. Pourquoi le Tchad est assimilé aux musulmans? Nous ne sommes pas un pays à 100% musulmans. Le Tchad est un pays à moitié musulman, à moitié chrétien animiste. Pourquoi on nous confond avec les musulmans? C'est qu'en fait, il y a un problème à l'intérieur du Tchad, où il y a un déséquilibre, surtout dans le domaine militaire de la part de sécurité, qui, pour les non-musulmans, c'est perçu comme étant monopolisé par les musulmans, et pour les musulmans, c'est perçu comme étant monopolisé par le clan du président. Et l'ambassadeur du Tchad en RCA, il appartient au clan familial du président. Le nouveau chef du contingent tchadien, le général Ousmane Bahar Itno, qui est le même nom de famille que le président. Donc il y a un problème de dysfonctionnement, de déséquilibre entre musulmans et non-musulmans et entre régions dans l'appareil d'État en général, donc qui crée déjà des problèmes au sein du Tchad et dont la politique en Centrafrique n'est qu'un prolongement. Donc, deuxième contradiction, c'est par rapport à la présence d'éléments soudanais dans la Séléka. Un responsable centrafricain, je crois que c'est l'ancien Premier ministre de Guélé, je crois, dans une récente interview, disait que dans le rang de la Séléka, il y a des Soudanais qui sont des Toroboro. Les Toroboro, c'est un nom local pour désigner des miliciens anti-gouvernementaux. Et en même temps, on accuse le gouvernement de Khartoum. Ça paraît contradictoire aussi. Ce sont des opposants soudanais qui sont de la Séléka. On dit que la Séléka a la botte. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que la zone du Darfour est une zone complètement abandonnée par le pouvoir central. Et qui a sous-traité, à cause du problème du Sud, qui a sous-traité tous les problèmes de la répression contre l'opposition à des milices. Les plus connues étant les Janjaouides. Et il y a certaines milices qui sont tour à tour avec le pouvoir, parfois avec l'opposition, et parfois avec les trafiquants d'ivoire ou d'autres, etc., donc pour survivre.
Et donc ça pose aussi le problème que, comme pour le Tchad, la RCA est un peu victime du désordre et de la mauvaise gestion qu'il y a au Soudan. Une autre contradiction, c'est l'affaire de Damara. En mars 2012, la Séléka était au nord de Damara et la position du président Déby et de l'ensemble des chefs d'État d'Afrique centrale concernés, c'était, après les accords de Libreville et la mise en place des organes de transition, la présence des gens de la Séléka dans le gouvernement de transition, c'est que les forces de la Séléka ne devaient pas passer la ligne de Damara, ligne rouge. Ils l'ont fait. Bon, Bozizé accuse directement le gouvernement tchadien d'avoir été complice. En tout le cas, ils n'ont pas pu passer sans au moins une certaine passivité des éléments, entre autres tchadiens. Mais d'après les informations, ce n'était pas seulement de la passivité, il y avait une aide directe, il y a même un secret un peu incestueux qui a été caché au niveau diplomatique, à savoir que les éléments tchadiens et sud-africains se sont même tirés dessus, et que les morts sud-africains, les 23, ont été tués par les Tchadiens. Or, cette histoire est assez grave parce que les accords, il y a une violation. Un des pays chargés de surveiller ces accords se fait complice d'une violation. Et la moindre chose, c'est que les autres chefs, les autres États, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent demander au moins, parce qu'il y a la présomption de licence, ne pas condamner tout de suite le gouvernement tchadien, mais puisqu'il y a une accusation, au moins faire une commission d'enquête. Ça n'a jamais été fait. Alors, pire encore, tous les chefs d'État de la région concernés estiment que cette violation doit être récompensée par le poste de chef d'État. C'est-à-dire que la personne qui a violé, comme punition, on le nomme président de la transition. Alors c'est quand même assez contradictoire. Moi je ne suis pas contre si les frères centrafricains, pour trouver un accord, un compromis entre eux, désignent un ancien rebelle, donc ça arrive. Mais dans ces conditions, c'est comme une espèce de bonus au non-respect des accords. Je crois que personne n'a vu les implications de ce genre d'erreur. Alors, pour finir rapidement, c'est au niveau de contradiction, les responsables français, quand on voit la télévision, dès le départ, on nous parle de conflits religieux. Et ce qu'on nous montre, on nous montre l'imam et l'évêque ensemble, après la paix. On nous montre des églises qui accueillent des musulmans, des mosquées qui accueillent des chrétiens, des mosquées protégées par des jeunes chrétiens. Alors pourquoi cette insistance à dire qu'il y a un conflit religieux? Pourquoi quand il y a des problèmes en Irlande, ou quand il y a un problème en Irlande, on ne dit pas qu'un protestant a tué un catholique, qu'un problème interdira à l'armée britannique, bien que ce soit religieux? Pourquoi en Afrique c'est toujours ça qu'on met en place? Et dans la même foulée, Fabius dit qu'ils nous sommes dans une situation pré-génocidaire. Et pourquoi génocidaire? Alors qui tue qui? On nous montre que des jeunes qui crient à mort les musulmans. On nous montre un conseil à la présidence qui dit on va faire la sécession. C'est comme c'est assez irresponsable, tout cela. C'est vrai, moi, mon analyse personnelle, c'est qu'avec la fin de la guerre froide, il faut trouver des motifs pour mobiliser l'opinion. Alors, il n'y a pas de terrorisme qui est maintenant le passe-partout pour justifier les interventions. Et là, on dit un génocide. Comme ça, ou un risque de génocide. Là, ça justifie l'intervention. Et le problème, c'est qu'au niveau de la France et des autres pays partenaires du Nord, ils veulent nous faire croire que toutes les interventions sont purement humanitaires et pour des raisons morales, pour sauver les populations, ne sont pas politiques. Or, moi je trouve qu'il n'y a aucune honte à reconnaître que la France a un intérêt politique, bien compris à la stabilité, à la coopération, ça peut être... mais le fait de vouloir à tout prix montrer que c'est une intervention désintéressée humanitaire, donc il faut toujours brosser les choses de façon catastrophique, quitte à faire revenir les anciennes images coloniales des Africains sauvages qui s'entretuent, etc. Donc, et dernière contradiction, c'est qu'on parle de l'intervention, de transformer les forces de la MISCA en forces des Nations Unies. Pourquoi? Pour des raisons financières. Parce que la France toute seule ne peut pas mettre le 200 millions nécessités. Or, d'après certains experts, les pays voisins de la RCA ont dépensé en 2012 3 milliards de dollars en budget de défense. Ils ne peuvent pas prendre 10% de cela pour aider la RCA pour cela. Donc, ça veut dire aussi que l'histoire des Nations Unies de forces d'intervention, c'est aussi une rente.
pour les pays, pour pomper de l'argent. Et je pense que... donc le lien avec les pays voisins, ça fait aussi une responsabilité pour nous autres opposants de ces pays, ou des forces politiques de ce pays-là. Il faut qu'on fasse pression sur nos gouvernements, que ce soit au Tchad ou au Soudan, pour qu'ils aient une attitude correcte vis-à-vis de la RCA, au lieu de courir derrière l'Union européenne à pleurer, à demander des élections libres et transparentes dont on connaît les résultats d'avance.